Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, on parle beaucoup d'estime de soi, parfois trop, souvent mal. Et à force d'en faire un slogan, on oublie qu'il ne s'agit ni d'optimisme forcé, ni d'affirmation creuse. L'estime de soi est en effet quelquefois une injonction à s'aimer. C'est une condition intérieure pour entrer en relation, car pour agir, pour aller vers les autres, pour s'exposer sans se perdre, il faut autre chose qu'un discours positif. Il faut ne pas se sentir diminué de l'intérieur. Il faut ne pas se vivre comme une demi-vie. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Nous restons ouverts aux témoignages. Si vous souhaitez les partager avec nous, ce sera bien entendu de 10h à midi. Et nous sommes ce matin, chers auditeurs, avec notre invitée Sarah Bacouk, qui est psychologue. Et effectivement, nous parlons tout spécifiquement de l'estime de soi. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a effectivement ce discours, entre guillemets, de la nécessité de revaloriser effectivement cette estime de soi, et d'aucuns estiment qu'il faut travailler sur cet aspect-là. Il y a une vulgate, et de ce point de vue, une psychologue, elle est toujours dans le concret des discussions avec les patients, et effectivement, de ce point de vue-là, il y a par nécessité des ajustements, peut-être des corrections et peut-être des exercices. Qu'est-ce qu'on entend par l'estime de soi ? Quand on parle d'estime de soi, on va parler vraiment de la valeur qu'on va se donner en tant que personne, en tant qu'individu. Est-ce que je mérite certaines choses? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que ainsi de suite, tu vois? Donc c'est vraiment la valeur qu'on va se donner. Et du coup, il y a plein de petites choses qu'on peut vivre durant notre enfance, dû à notre culture, dû à plusieurs choses, qui pourraient influer justement sur cette estime de soi, tu vois. Oui. Et le but va être vraiment de se dire... quels sont les éléments qui ont influé sur ça, quel est l'impact aujourd'hui dans ma vie et comment faire pour arranger la situation. Souvent, on peut toujours essayer de commencer par un jeu de définition, et cette estime de soi-même qu'on évoque des fois dans les discussions est quelquefois confondue avec l'excès de confiance et peut-être une forme d'ego exagéré qu'on pourrait avoir parce que on se considère quelquefois comme étant l'acteur principal de la vie, sans pour autant prendre en considération quelque avis que ce soit, ni celui de l'entourage, ni l'effet que ça peut avoir effectivement que d'agir d'une certaine façon. Oui, mais là, du coup, tu te donnes plus de valeur que tu n'as réellement, c'est ça? Non, moi, je vais plus le voir dans des choses comme quelqu'un qui va venir en consultation parce que il est dans une relation qui est compliquée, ou il est dans une relation professionnelle où il va tout le temps donner beaucoup plus que les autres parce qu'il se dit je dois donner plus parce que j'ai pas assez de valeur, il faudrait que je compense d'une manière ou d'une autre. Ou dans une relation pareille, tu vas donner plus, tu vas toujours avoir peur que l'autre t'abandonne parce que tu doutes tu doutes de toi en tant qu'individu, et tu doutes même de est-ce que tu mérites finalement ce couple-là ou ce poste-là. Donc il y a beaucoup de choses. Oh, c'est ça, tu vois. Absolument, absolument. C'est vrai que dans le jeu, entre guillemets, social, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'être dans la performance, et de ce point de vue de tirer, entre guillemets, son épingle du jeu pour satisfaire ou la famille ou l'image qu'on veut avoir, la meilleure de soi-même. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu grandis avec des discours comme t'es trop nul, regarde les autres comment ils sont, toi, regarde comment tu es. Quand tu sais, il y a un amour hyper conditionné. Tu as de bonnes notes, je t'aime. Tu te comportes bien, je t'aime. Par contre, quand tu as de mauvaises notes ou que tu fais une bêtise, je t'aime plus. Du coup, notre valeur dépend de ce qu'on fait, pas de l'individu que l'on est en tant que tel. Et en fait, c'est là où ça se joue. Donc C'est-à-dire oui, toujours la relation entre les parents. Qu'est-ce qui pousse les parents quelquefois? C'est parfois l'inquiétude, parfois la volonté de ouais, là, c'est sécuriser. la one, tu sais, il n'y a pas un manuel qui dit Comment devenir parent, oui. voilà comment il faut se comporter. Je pense juste que des fois, tu sais, avec la pression du quotidien, avec les enfants à gérer, alors c'est très compliqué d'avoir des enfants à gérer, on minimise trop ça, tu vois, et plus le travail, plus ta vie de couple, plus, des fois, tu vas être dans la comparaison parce que tu as envie que ton enfant soit le meilleur, et tu vas te dire, mais mince, pourquoi les enfants des autres y arrivent mais pas les miens? Qu'est-ce que je fais de mal? Et qu'est-ce que mon enfant fait de mal aussi? Oui. Et tu vas rentrer avec le cercle où c'est pas particulièrement sain. Oui, C'est bien de comprendre que on est tous différents, du coup, c'est vrai que dans ce jeu-là qui se met quelquefois en place, dans le jeu de la société, il y a des gagnants, entre guillemets, ou des perdants, et souvent le parent, par prolongation de ce qu'il est, estime que les résultats,
de ses enfants, effectivement, renvoie quelque chose de lui-même. Et c'est parfois la source même de ce conditionnement. C'est Ça, chaud ce que d'accord. tu as dit. Je suis restée bloquée sur. Il y a des gagnants et des perdants. Oui, Non, oui. non, oui, mais oui. Certains le considèrent ainsi. Oui, certains le Oui, considèrent ainsi. Moi, je pars du principe qu'on gagne toujours parce qu'on apprend, tu vois. Et l'apprentissage, c'est la clé de toute possible réussite par la suite, tu vois. Et je me dis que on perd plus de temps à se concentrer sur mon enfant n'est pas aussi performant que les autres, alors qu'on pourrait perdre du temps à se dire comment rendre mon enfant plus performant. Il a des compétences qui sont déjà là, augmenter ces compétences-là, et quelles sont les compétences à acquérir, oui. tu vois. Bah, ça, c'est un autre état d'esprit, Sarah Bacouk. Mais qu'est-ce qui fait que des parents, souvent, quand ils éprouvent les difficultés, peut-être avec quelques enfants, et qu'ils décident que ça mérite peut-être une consultation, Mhm. un suivi pour X ou Y raison, parce que des fois, on peut être débordé, on peut être pris par le travail, on peut se sentir impuissant. Et dans ce cas de figure, c'est le parent qui impulse, entre guillemets, cet aspect-là de la vision qu'on peut avoir de la vie, qui est une compétition et dans laquelle il s'agit de faire quelquefois au mieux. Ouais, le parent aussi a grandi dans... En fait, c'est ça, c'est qu'on vit dans un monde ultra compétitif, et en tant que parent, t'as peur, parce que tu te dis... on va être honnête, 2026, tu vois, c'est ultra compliqué de réussir. Il y a 30, 40 ans, quand tu avais un diplôme, tu obtenais des postes relativement facilement. Aujourd'hui, tu as tes diplômes, tu as ton expérience, tu vas galérer pour pouvoir obtenir un poste. Et c'est normal. Et du coup, en tant que parent, en voyant toute cette dynamique-là, tu dis, mince, en fait, il faut que je fasse de mon enfant un enfant ultra compétitif pour Oui, pouvoir s'insérer et s'intégrer au mieux au sein de la société, et surtout pour pouvoir réussir en fonction de ta vision à toi de la réussite. Et à nous, soyons honnêtes, on a grandi avec des règles très claires, diplôme, travail, euh, et ainsi oui. de Et la suite. difficulté, c'est que on se prépare à vivre dans un monde, il y a de cela, peut-être 20, 30 ans. Quand on a 30 ans, c'est un tout autre monde dans lequel on vit, dans lequel il y a parfois des chamboulements très importants. De ce point de vue, ceux qui vont suivre un certain cursus ne sont, loin s'en faut, pas garantis d'avoir les succès que Ouais, nos parents pouvaient avoir. bienvenue en 2026, rien n'est certain. En fait, c'est ça qui est dingue. Tu sais, j'y pensais hier, j'étais en train d'y penser. Je disais, franchement, ces dernières années, avec la quantité d'incertitudes qu'on a vécues, la quantité de craintes qu'on a vécues, en fait, aujourd'hui, on prend n'importe quelle chose et automatiquement, ça crée une angoisse générale auprès des gens. On est beaucoup plus sensible, finalement, à cette anxiété quotidienne. Tu les enchaînes. Maintenant, les moindres petites choses créent une grosse anxiété, une Oui. grosse crainte chez les gens. Ça, c'est un aspect peut-être. La vie est infiniment plus confortable qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Et C'est confortable. oui, entre guillemets, on a un confort matériel qu'on pouvait ne pas avoir auparavant. Oui, Ça, mais on vit avec beaucoup d'incertitudes. Tu sais, quand tu enchaînes ces 10 dernières années avec l'enchaînement de choses qui se sont passées, Covid, séisme, les dernières pluies, toutes les choses qui se passent, toutes les réflexions qu'il y a, et ainsi de suite, et événements qui peuvent se passer, en gros, tu te dis, effectivement, plus tu vois ces événements-là, plus tu vois même les gens avoir une posture hyper anxiogène face aux choses. Oui, mais justement, peut-être y a-t-il un lien entre les deux aspects, Sarah Bacouk, parce que si effectivement, quand on a le besoin de savoir quelque chose, c'est immédiatement disponible, les connaissances sont disponibles, il y a C'est l'eau ça. chaude et ainsi de suite, les sociétés dans lesquelles il y a du confort, ça produit, entre guillemets, plus de fragilité, paradoxalement. Ouais, c'est ça. Et, Et pour tout, hein. Là, oui, je t'ai parlé d'événements de vie X, mais professionnellement, c'est la même chose. Amoureusement, c'est la même chose. Amicalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout commence à être un peu plus compliqué à gérer. Il y a moins d'aspects paisibles, les gens prennent moins de temps pour eux. Ils sont tout le temps speed. Tu sais, quand on habite dans les grandes villes, c'est encore pire parce que oui. tu passes tout ton temps dans des embouteillages, dans des contraintes que tu voudrais bien éliminer finalement. Donc du coup, il y a tout ça qui rentre en compte, et ouais, du coup, ça rend les parents un peu plus... Avec du temps, un peu moins de temps disponible.
Et bizarrement, les, Ouais. les parents, à Skip, j'ai vu des études dernièrement, à ce qui paraît, les parents passent plus de temps avec leurs enfants aujourd'hui, contrairement aux générations précédentes. C'est assez drôle. Du coup, En tout cas, les pères davantage ouais. qu'auparavant. Bon, c'est une introduction et souvent on discute. Il est On a 10h20 divagué. et tout un chacun peut se joindre à la conversation. Si vous le souhaitez, c'est toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et je précise ce matin que nous sommes avec Sarah Bakouk, qui est psychologue. Et quand on est psychologue, on reçoit différents mondes. Ah Des oui. enfants, des parents, des femmes divorcées, des hommes, des hommes qui peut-être ont eu des difficultés à aborder certaines questions dans leur couple, que sais-je. En fait, les sujets de discussion sont infiniment variés quand on est psychologue, mais souvent, ce qui pousse les parents des fois à avoir une inquiétude au sujet de leurs enfants, c'est que des fois, on peut observer que la personne est en retrait, qu'elle a des difficultés à Change. communiquer. Dans la classe, elle est quelquefois mise à l'écart ou stipendiée ou, disons, brocardée pour X ou Y raison. Et ce capital sympathie, ou ce capital plutôt de confiance, il s'érode des fois au contact des autres dans l'école, où la fragilité est parfois durement vue. Et quelquefois, ça donne lieu à des formes de harcèlement qui traînent par la suite des conséquences toute une vie. Ça, Rebecca. Je pense que la fragilité, de manière générale, est mal vue. Et ça, c'est trop triste. Parce qu'en réalité, ça revient un petit peu à la question de pouvoir exprimer ses émotions et être reconnu dans ce qu'on vit en tant qu'individu, quel que soit X. Surtout en tant qu'enfant, tu sais, des fois, je sais pas, je vais dire un exemple qui me vient en tête. Je vais venir chez toi, je vais te dire, écoute, t'es le psy. Bonjour monsieur, voilà, j'ai mon enfant, je comprends pas, il commence à faire pipi au lit ces derniers temps. Il n'y a pas de raison. Oui. Vous habitez une grande maison, il y a un grand couloir, les toilettes elles sont au fond, au bout de ce couloir, et il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, les parents n'arrivent pas à concevoir que pendant une période, il ait pu y aller, et qu'à un moment, il n'y arrive plus. Parce que tout simplement, tu as plus processé les choses et que tu prends plus conscience de certaines choses et donc tu as peur d'autres choses. Ça fait On partie observe une régression. ça fait partie des craintes de l'âge, tu vois. Sauf que arriver à se dire, ah ouais, putain, il a peur de ça, c'est compliqué. Ou le regard des autres. Comprendre à quel point le regard des autres peut impacter un enfant. Tu sais, anecdote, j'avais une jeune ado que je prenais en charge pour de l'affirmation de soi. Donc une capacité à s'exprimer. Et de l'anxiété sociale. Et donc, moi, j'aime bien faire des confrontations IRL, tu vois. Donc, après préparation, je te passe les détails, on arrive à la confrontation. Premier magasin, elle gère. Deuxième magasin, elle gère. Troisième magasin, il y a un jeune de son âge. Elle me dit, je peux pas. Je dis, comment ça, je peux pas? Ça fait 2 magasins que tu gères. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quelle est la pensée? Comment ça se passe dans ta tête? Et en fait, c'est hyper drôle que tu constates des choses qui sont hallucinantes. C'est que elle peut le gérer sur plein de trucs. Et il a fallu une donne qui change. Un jeune de son âge, donc son père, qui peut du coup avoir un jugement par rapport à elle en fonction de son référentiel à elle et la chose à laquelle elle donne de la valeur à ce moment-là. Mais elle va pas être impactée par le jugement de quelqu'un qui a 3-4 ans de plus qu'elle. L'exemple est frappant parce que dans les groupes, il y a naturellement, disons, une forme de valeur que le groupe accorde à chaque individu. Si on y est sensible, c'est à ce moment-là que parfois les difficultés apparaissent. C'est ça. Et plus on est demandeur, plus on se sent une certaine fragilité et ça fait qu'on sort du lot, pas négativement. Quand tu es demandeur, tu te prends plus la tête avec ça, donc tu te questionnes sur pourquoi les choses ne se passent pas de la bonne manière. Du coup, tu interagis avec plus de difficultés avec les autres, et c'est en cascade. C'est un cercle vicieux. Nous, pour qu'on fasse ce qu'on doit faire, il s'agit simplement de respecter les horaires, puisque Karim Droné est avec nous au studio. Il va nous présenter les actualités, toujours, 10h30. On va se retrouver pour la suite de l'émission qui se poursuit, elle, jusqu'à midi. Et nous restons ouverts à l'échange si vous avez des questions ou des avis. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Eh bien, il y a toujours une question classique qu'on pose aux psychologues qui sont quelquefois dans l'écoute et dans la compréhension. Dès lors qu'on a identifié, entre guillemets, quelques éléments qu'on a évoqués à titre d'exemple, parfois la relation avec ses parents, qui minent cette estime de soi-même, par exemple, pour citer cet exemple-là. Qu'est-ce qui fait qu'on va, en observant, peut-être franchir, disons,
quelques étapes qui nous permettraient d'avancer par rapport à un point de départ ou à un commencement, Sarah Bekouk. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser des croyances qui sont ancrées depuis des années. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que si toi, ton référentiel, tu dis les lunettes avec lesquelles j'évalue la personne que je suis, ben, c'est les lunettes de mes parents. S'ils ont des référentiels, des valeurs différentes des tiennes, que toi, tu as construit d'autres valeurs avec le temps, avec tes expériences, avec ton environnement XY, ben en fait, vous ne pouvez pas être noté de la même manière. Et du coup, le but en thérapie, c'est de se dire, viens, je me regarde avec mes propres lunettes, avec moi-même. Oui. Est-ce que je suis en accord avec ce que je fais? Et du coup, c'est là où je te dis, on va briser des croyances qui sont ancrées, parce que du coup, tu vas passer de, en fait, le référentiel de mes parents est le bon, à, oui, le référentiel de mes parents n'est pas si mauvais que ça, c'est bien, tu vois, mais pas pour moi. Moi, j'ai décidé de prendre une autre route. Bah, tout à fait, mais dans ce que l'on entend par briser des croyances, souvent on peut observer, peut-être souhaiter, peut-être même relativiser une façon de voir les choses. Pour autant, les mécanismes sont quelquefois plus difficiles, entre guillemets, à modifier, parce que bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre du réflexe, quelquefois, qui ça fait 30 ans que tu fonctionnes de la même manière. Tu sais, je vais te dire un truc, j'adore cet exemple. Tu vois les baguettes chinoises? Oui. Eh ben, imagine, à partir de demain, je te dis, écoute, tu n'as plus de fourchette, il n'y a plus de couteau, il n'y a que les baguettes chinoises. Ah là, c'est comme ça que ça va marcher. Et tu vas devoir t'entraîner, répéter la chose, et au début, tu vas faire avec des aliments, entre guillemets, relativement faciles. Au plus, tu prendras l'habitude d'utiliser ces baguettes, tu vas aller sur des aliments un peu plus compliqués, et au bout d'un moment, ben, tu les utiliseras parfaitement. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu pars d'un fonctionnement initial, X, où tu te dis, moi, le fonctionnement aujourd'hui ne me convient pas. Je suis plus impacté par le fonctionnement qui ne me fait du bien. J'ai un impact sur ma vie pro, j'ai un impact sur ma vie amoureuse, j'ai un impact sur mes relations aux autres, j'ai un impact avec ma famille et ainsi de suite. Mais ça marche pas. Donc viens, j'essaye de m'entraîner pour pouvoir fonctionner de manière Y, qui là, elle est plus en accord avec mes valeurs. Oui, s'entraîner dans la vie, bon, c'est quelquefois les exercices que tu as pu citer et qu'on a pu peut-être estimer d'une certaine façon, parce que ce sont toujours des exemples qui sont les plus parlants. Mais quand on est dans une démarche d'avancer d'un point de départ dans une certaine direction, alors on va s'entraîner, mais quelquefois on peut parfois, disons, être attaché d'une certaine façon à ce qui fait quelquefois le malheur ou le mal-être. Bien sûr, et c'est là que le jeu va jouer, c'est-à-dire que c'est là où on va poser notre balance et on va se dire, ok, donc tu as fonctionné comme ça pendant tant d'années, quelle a été la plus-value de ce fonctionnement-là? Quelle pourrait être la plus-value de l'autre fonctionnement? Et en fait, c'est comme pour tout. Tu sais, commencer le sport, tu te doutes bien que c'est compliqué d'avoir cette discipline, se réveiller des XY, et au bout d'un moment, tu te poses, tu te dis, sur une balance, qu'est-ce qui est bon, ça ou ça? Arrêter le sucre. Sur une balance, qu'est-ce qui est bon? Arrêter le sucre ou avoir un diabète? Oups. Tu vois, c'est-à-dire que tout fonctionne comme ça. C'est plus facile d'aller vers des choses qu'on connaît, même s'ils nous font du mal, mais tout le travail est dans se dire, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus sain, entre guillemets, de plus positif, qui va me faire du bien, même si ça demande un long travail. Oui, il n'est pas une personne sur Terre qui ait un autre objectif que d'être bien, que de se sentir, disons, plaisante dans sa vie de tous les jours. Mais le chemin est ultra tumultueux et c'est ça que les gens oublient. C'est-à-dire que, en gros, ça te demande de faire des choses qui vont à l'encontre de comment tu as fonctionné pendant 30 ans. Tu sais, exemple bateau. Ça fait 10 ans que tu es dans la même boîte. Ça fait, j'ai eu un exemple en tête, pardon. Donc ça fait 8 ans que tu es dans la même boîte. Tu as un salaire à 5 000 dirhams par exemple. D'accord, 5-6 000 dirhams. Tu fais du bon taf, mais on valorise pas du tout ton travail, tu te mets pas en valeur, t'oses pas demander d'augmentation, tu restes dans ton coin, tu n'arrives pas. Et surtout, tu te dis, je ne pourrai jamais postuler pour autre chose parce que on ne me prendra jamais. Donc le travail que je vais faire avec toi, ok, on va briser les fausses croyances, tatati tatata, là on finit, on aboutit sur
tu vas postuler. Tu vas postuler, tu vas essayer d'avoir autre chose. Avant, quand tu postules, on va préparer des entretiens, quelles sont tes craintes, et ainsi de suite. On va faire des jeux de rôle. Une fois que tu vas postuler, que tu auras ton poste, en fait, tu vas te dire, waouh, j'ai réussi à le faire. Pour de vrai, cette personne a changé encore 3 mois après pour encore mieux. Donc, elle a triplé son salaire en 6 mois. Tu vois. Et sur une croyance initiale de je ne mérite pas ce truc-là, je ne pourrai jamais l'avoir, je n'ai pas les compétences pour, alors qu'elle excellait dans son premier taf. Donc il y a une forme de réceptivité ou disons une forme, oui, parfois d'investissement, mais c'est parfois, on a parfois l'impression qu'il s'agit qu'on nous tienne la main. On a parfois le sentiment qu'il est nécessaire d'en passer par... Pas tienne la main, j'aime pas le terme, mais guider si tu veux. Oui. Tu vois, tenir la main, c'est trop... on est trop proche, tu vois, c'est-à-dire que moi je suis juste là pour te donner des outils et t'aider à te guider dans ce que tu dois mettre en place. Mais tout vient de toi. Parce que c'est toi, en fait, moi j'ai 10% de taf, en réalité. Le 90, il vient de chez toi. Parce que c'est toi qui vas faire l'effort, c'est toi qui vas confronter des choses qui sont ultra compliquées. Qu'est-ce qui fait qu'on est réceptif, entre guillemets? L'envie de changer, l'envie de vivre autre chose. Vraiment, tu sens la différence entre les gens qui vont venir en se disant je vais chez le psy, je vais parler, ça va bien se passer. Et ceux qui te disent je veux réellement du changement, je veux que tu m'accompagnes A plus B avec les choses que je vais mettre en place, je veux pouvoir sentir qu'il y a une évolution. Donc c'est une histoire peut-être d'engagement personnel. De fou. D'engagement personnel. Donc, c'est ce que je te disais, l'investissement. Tout dépend de l'investissement de la personne. On n'en fait jamais l'impasse. Et bon, donc c'est... Oui. Et la croyance au fait que ça marche. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir en se disant ouais, Anijit, ça a fait, Anijit. Et du coup, tu vas passer 2-3 séances à expliquer que vraiment, alors voilà comment tu fonctionnes. Je suis pas en train de sortir de la main. Voilà, tu as eu ce comportement. Le comportement, il vient pas de nulle part. Voilà techniquement les pensées que tu as dû avoir avec le moment. Et c'est là que tu commences à voir la personne où elle change de point de vue sur la chose, elle te regarde en mode ah ouais. Ok. Donc c'est oui par la preuve. Souvent par exemple si on va voir un hypnothérapeute, c'était un reportage le premier que j'avais fait à la radio et il y a la démonstration qui donne une certaine crédibilité à celui qui entre guillemets, va être prodigue ou de conseils ou de techniques qu'il s'agit d'appliquer ou peut-être de s'approprier. Bon, il est 10h42, mine de rien, le temps file à grande vitesse et nous avons des respirations musicales dans notre émission, et vous le savez. Et j'en rejoins toujours traditionnellement ceux qui veulent peut-être ou témoigner, même si c'est un peu délicat, n'hésitez pas à nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité Sarah Bakou qui est psychologue et nous évoquons ce matin des questions relatives à l'estime de soi. Et le contraire entre guillemets de l'estime de soi, c'est parfois un doute qui s'insinue de façon récurrente. Et dans l'exemple que nous évoquions peut-être hors antenne, c'est parfois une parole d'autorité qui marque un esprit et qui fait que par conséquent, c'est comme un logiciel qui va entre guillemets être approprié par la personne, une forme de croyance qui s'établit, parfois qui cristallise. Tout à l'heure, Sarah Bakou, tu évoquais la nécessité de les briser. Quand elles sont ancrées, c'est, disons, c'est un travail délicat. Est-ce que c'est par l'exemple? Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est par la compréhension? Est-ce que c'est par une forme de volonté coûte d'être ailleurs ou de changer, entre guillemets, lorsque les signaux sont au rouge, lorsqu'on se sent mal, fortement. Et oui, c'est un mélange de tout ça. Comment on puise cette énergie-là pour, entre guillemets, oui, faire ce chemin? Parce que c'est toujours l'objectif de ceux, entre guillemets, qui vont solliciter le regard lucide de quelqu'un d'extérieur aux situations qu'ils vivent au quotidien. En vrai, c'est vraiment un mélange de tout ce que tu viens de dire. C'est qu'on va se dire, ok, on va prendre un exemple. Je fonctionne mieux aux exemples. Tu as quelqu'un qui a une scolarité un peu compliquée, d'accord? Moyenne, à peine la moyenne. Les profs qui répètent beaucoup que cette personne n'y arrivera pas, rabaisse la personne en cours, des comparaisons à la maison... un truc, un environnement un petit peu comme ça où on va mettre en avant ta différence face aux autres. D'accord ?
Donc tu vas arriver en études supérieures. La fac, c'est un gouffre, parce que vous êtes 400, 500 personnes. Si tu arrives pas avec 30 personnes, c'est pas avec 500 que tu vas réussir à gérer des cours comme ça. Oui. Donc C'est un autre cadre. c'est un autre cadre. Et les gens ont tendance à minimiser la difficulté de la fac. La fac, c'est très compliqué. Oui, on est moins encadré. Il n'y a pas d'encadrement. Tu as 2 TD et la... Tu vois. Ok, donc tu as tout ce circuit. Donc tu viens avec ton bagage de... Tu n'y arriveras pas. Les autres sont plus compétents que toi. De toute façon, c'est pas un système qui est fait pour toi. Réoriente-toi vers un truc plutôt manuel. Exemple, tu vois. Très bien, tu arrives à la fac, tu as tout ce bagage. Ce bagage va t'impacter. Le premier cours, tu vas pas réussir à te concentrer. Tu vas dire, putain, c'est quoi ça? Il y a trop de monde. Qu'est-ce qu'il dit, le prof, là-bas? Et ainsi de suite. Donc, oui. Parfois, on cherche simplement à confirmer des croyances qu'on a établies sur soi-même. c'est plus compliqué que ça, Zema. Les choses se font vraiment naturellement, tu vois. Donc, tu as tes cours, tu galères à réussir. Les examens arrivent, tu galères à réussir. Donc, tu es là en mode, ah, ça confirme la croyance initiale. Je n'y arriverai jamais. Et un jour, tu découvres le technique. Tu vas en stage dans une entreprise et tu te rends compte que, en fait, la théorie, c'était cool. Enfin, soi-disant cool. Mais la pratique, c'est magnifique. C'est plus palpable. Donc, tu as de meilleurs résultats. Est-ce qu'on fait ce constat quand on a fait des études en psychologie? Je sais pas, ça dépend vraiment des gens, tu vois. Oui, c'est parfois des sujets de recherche, mais bon, la pratique est incarnée. Elle est plus fun. Hein. Voilà. Elle est bien plus fun que les bouquins. Enfin bref. Et donc, du coup, en essayant, en rentrant en entreprise et en voyant que finalement tu y arrives sans trop galérer, tu peux avoir ce truc en mode naturellement, ça va se faire en mode ah ouais, finalement, je peux y arriver, je suis pas si nul que ça, j'ai des compétences, peut-être pas les mêmes que les autres, mais j'ai des compétences. Après, tu peux avoir l'autre personne qui va débarquer en entreprise et qui va rester sur le fonctionnement de la fac. Non, est-ce que je fais assez bien? Est-ce que je dois faire ce truc-là? Non, je peux pas prendre cette initiative. Si je prends cette initiative, on va dire que je prends trop de place. Il faut pas... Et donc, du coup, ça va te freiner, tu pourras pas avancer. Donc, il y a plein de chemins différents en fonction de l'individu. Mais aussi, effectivement, les critères qui sont extrêmement différents. Une personne qui va fleurir ou qui va s'épanouir, par nécessité, elle est radicalement différente, parfois des cursus, des chemins de vie qu'elle a pu emprunter longuement dans sa jeunesse. Mais combien, effectivement, de ceux qu'on a pu connaître dans le parcours scolaire, qui avaient fait des études ou de médecine ou parfois d'ingénierie, et qui ont par la suite fait autre chose, qui ont bifurqué et qui ont parfois eu le courage d'écouter cette petite voix qui leur disait qu'il s'agissait de faire autre chose de son existence. Tu vois, cette phrase que tu viens de sortir, elle est magnifique. Avoir le courage d'écouter sa petite voix. Et en fait, c'est là où tout se joue. C'est qu'à chaque fois que tu vas prendre une décision ou que tu vas faire quelque chose, tu vas te poser la question, est-ce que je le fais parce que j'en ai envie? Juste simplement, j'en ai envie. Ou est-ce que je le fais parce que j'ai une crainte X, pour satisfaire le besoin de X, pour pouvoir correspondre au diktat X, Et en fait, c'est là où tout se joue. C'est là où tu passes de... En fait, je suis conditionné par tout ce qui m'entoure, à... en fait, je suis juste conditionné par moi et ce qui me fait du bien. Mais c'est un chemin hyper compliqué parce que tu as plein de trucs à assumer à côté. Oui, mais souvent, le frein essentiel à cette écoute de soi-même, c'est l'inquiétude, parce qu'on est programmé en tant qu'être vivant à survivre. Et on se dit, la société est difficile, le monde est ce qu'il est, et effectivement... tu peux pas être ça si tu es ça. Oui. Surtout chez nous. C'est l'inquiétude, c'est parfois l'angoisse, c'est parfois la volonté aussi de contenter ceux qui ont fait tellement d'efforts pour soi-même. D'être intégré au groupe. Oui. D'être intégré. Le groupe, la petite famille, la grande famille. L'entreprise, les collègues de travail, tout. En fait, absolument tout. Et c'est là où se joue le truc, où c'est ultra compliqué de se dire, j'ai envie d'être moi-même, et maybe je peux rencontrer des gens qui fonctionnent comme moi, et je vais être bien avec eux, et sortir de le caméléon qu'on est pour pouvoir s'intégrer. Et souvent, c'est quand on a franchi ce cap et qu'on s'est mis à croire à cette petite voix qu'on se met à rencontrer les gens qui ont pu, dans leur parcours, avoir des itinéraires similaires. C'est ça. C'est ça qui est dingue. Oui.
Absolument. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a cette croyance qui dit je pourrai jamais rencontrer des gens qui me correspondent, je suis à part, je fonctionne de manière différente, mais en fait non. C'est juste que bah, aujourd'hui on a beaucoup plus de difficultés à créer des liens et du coup ça facilite pas le fait de rencontrer des gens qui fonctionnent comme nous. Il y avait une étude, disons, universitaire qui répertoriait, par exemple, pour le simple bonjour, plus de 300 façons de le signaler, de le dire ou de l'énoncer. Donc cet apprentissage peut-être social se fait un peu moins à cause des écrans ou de la possibilité d'être infiniment indépendant sans le concours ou l'aide des autres. Et on devient, entre guillemets, plus handicapé. Mais ça, c'est une grille de lecture. Il y a les synchronicités quelquefois dans le choix de la programmation musicale, dont on va profiter à l'instant même. Juste avant les informations, il y a des titres parfois qui tombent pile poil par rapport au sujet que nous programmons. Nous restons ouverts toujours à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, nous avons encore une heure d'émission et j'invite tout un chacun, si vous le souhaitez, à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin qu'on consacre à l'estime de soi. Nous parlions des doutes, nous parlions entre guillemets des croyances qui, quelquefois, sont des boulets qu'on traîne dans sa vie, Sarah Bakouk. Pour autant, on peut voir que certains enfants, lorsqu'ils sont en groupe, ils n'éprouvent aucune difficulté à assumer le regard ni le jugement de leur entourage. Et de ce point de vue, pour les parents peut-être qui nous écoutent, on se demande quelles sont les recettes qui fonctionnent, disons, pour aborder la même question dans un prisme inverse, parce que il y a des recettes entre guillemets ou des croyances qui ont des conséquences parfois fâcheuses ou désastreuses, et puis on sent que certaines personnes sont outillées pour traverser la vie un peu sans remous, sans pour autant entre guillemets être affectées, prendre entre guillemets en charge la vie, les opinions et parfois les mauvaises ondes entre guillemets qu'on peut subir ici ou là. Du coup, ça va jouer sur plein de trucs. Dans un premier temps, ça va être d'accepter que notre enfant est différent de nous. Tu sais, de manière générale, peut-être qu'il peut aimer des choses que nous, on n'aime pas, faire des choses que nous, on n'aime pas, donc accepter cette différence-là. Ne pas conditionner les choses. Je ne t'aime pas parce que tu es un bon élève ou parce que tu es calme. Je t'aime parce que tu es mon enfant, en fait, c'est tout. Et j'accepte tes valeurs différentes, j'accepte que tu auras peut-être certaines difficultés dans certains domaines et je t'accompagne dans ce sens. Je ne te blâme pas, je ne suis pas en train de te dire que tu n'es pas une bonne personne parce que tu n'as pas géré ça ou parce que tu n'as pas su te tenir ou X ou Y, mais je t'explique que, par exemple, pour certains mauvais comportements, les règles de société voudraient que donc c'est pas bien de le faire, parce que X, Y, Z. Donc ça serait cool d'essayer d'arrêter de faire ces choses-là. Tu vois. Je dis pas que on doit être... L'explication. Ah oui, oui, il faut tout expliquer. Ouais. Il faut vraiment tout expliquer. On minimise un petit peu l'importance de l'explication, mais quand je t'explique, en fait, je te laisse aussi la place à toi d'expliquer les choses. Et je t'apprends à expliquer les choses. Donc du coup, quand tu passes une mauvaise journée à l'école et que je te dis, chérie, tu as passé une mauvaise journée à l'école, raconte-moi, tu vas pas avoir cette difficulté à m'expliquer un petit peu ta journée, mais aussi à exprimer tes émotions ressenties durant toute cette journée-là. Donc le questionnement peut être l'attention à ce qui se passe ou l'acceptation de l'enfant comme il est, la compréhension de comment il est et comment il fonctionne, la reconnaissance de ses souffrances, la reconnaissance de son vécu actuel. Tu sais, quand un ado vient chez toi ou un jeune de 12-13 ans vient chez toi et il te parle d'une souffrance qu'il ressent, toi, de ton regard avec tes 30 ans ou tes 20 ans d'écart avec lui, en fait, tu te dis... c'est n'importe quoi. Oui, mais lui, à ce moment-là, c'est pas son ressenti du tout. Tu vois, il le vit pas comme n'importe quoi. Il le vit peut-être comme quelque chose de très gros. Et donc, en gros, c'est savoir accompagner dans toutes les phases. Tu vois. Si il y a le jugement entre guillemets après le témoignage ou l'expérience d'une personne, quelle qu'elle soit, elle va se sentir immédiatement agressée. Et donc, quand on est agressé, on se recroqueville, on n'a pas envie
ni de partager, on a juste envie de se justifier, peut-être parfois de passer à autre chose, et on se dit les mots sont inutiles. Et Ouais. la volonté n'y est pas, mais c'est un métier. Quand on est psychologue, quand on est parent, il faut C'est avoir... compliqué, oui. Oui, c'est un peu C'est ça. délicat. Moi, quand je vois les enfants, je les vois 1 heure, hein. Je suis pas avec eux à la maison. Donc, c'est pour ça que ça change. C'est pour ça que je dis aux parents, Rahou, vous faites, à partir du moment où un parent se prend la tête, c'est qu'il faut du bon boulot. C'est le plus important, c'est quand tu vois que tu te casses la tête pour essayer de faire en sorte que les choses marchent, quand tu vois que tu t'inquiètes pour certaines choses, ben tu es un bon parent, en fait, c'est tout. Ouais. Bon, après, la manière que tu utilises de faire les choses, tu Oui. la modules avec le temps. Rares sont les parents qui sont de mauvaise volonté, Sarah Bakouk. Et parfois, l'enfer est pavé Intentions, de bien bonnes sûr. intentions. Oui, Après, n'oublie pas, Badr Rao, mine de rien, on a une certaine culture, tu vois, qui a un certain impact sur beaucoup de choses. c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu... Ok, la violence dans l'éducation, chez nous, est normale. Entre guillemets, c'est une petite Oui. tape de temps en temps. Oui, on se dit, on a bien grandi, et Ma les choses... mitneige. Exactement, si, c'est... Tu vois, sauf que, oui, mais non. Crier, c'est normal. Oui, mais non. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui sont hyper en lien avec notre culture, parce que bon, c'est normal de crier chez nous. Tu vois rarement 2 personnes avoir un accrochage et descendre en mode « Oh, je vous ai touché, désolé, on peut faire un constat tranquillement. » Non, ah mais, ça n'existe pas. Ça hurle instant. Tu vois, donc il y a des petites choses. Le regard des autres. Faire Ouais, parce très qu'on a attention à ce parfois que... l'impression, à tort, que c'est un signe de puissance, Oui, d'élever la voix, ou oui, pour se faire écouter, on a de l'autorité, parfois une forme de personnalité c'est ça. qu'on dit. Oui, Il y a je sais pas, le truc que je te disais à l'instant. oui, tu évoquais l'aspect culturel. Oui, c'est ça. Dans... C'est-à-dire, il y a plein de... Oui, le regard des autres. Culturellement, le regard des autres, c'est ultra important. Fais attention à comment tu t'habilles, à comment tu parles, à qui tu parles, avec qui tu traînes, comment ça se passe, qui il est, comment ça... Fou. عندك شافك فلان, شافك Oui, les Y. voisins. Les voisins, beaucoup, beaucoup, très, 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 très présents. Et tu rajoutes la comparaison, ça y est, c'est fini. Cocktail Molotov. Tu vois? Oui, Donc, il y a toutes ces choses-là qui se rajoutent l'une à l'autre, et où il faut être un peu vigilant et se dire que, en fait, nos enfants sont différents. Il y a beaucoup plus de... On parle beaucoup plus de troubles de l'attention aujourd'hui, d'autisme, de troubles GIS, de troubles comme cela. Et en fait, il faut aussi comprendre que c'est présent. Donc peut-être que juste notre enfant, il a des compétences qui sont différentes de celles des autres enfants, et savoir l'accompagner au mieux dans tous ces oui. apprentissages-là. Mais on a toujours de la bonne volonté en tant que parent. Et quelquefois, on se dit, bon, la honte, c'est un outil Oui, d'éducation, Sarah Bakouk. On se dit, c'est une façon, entre guillemets, de faire éviter un certain type de comportement, un certain type d'attitude qu'on va juger néfaste c'est pour l'enfant. c'est une émotion qui se diffuse. Tu sais, c'est un truc de dingue. Exemple bateau chez nous. Tu vas dans une grande surface, d'accord? L'enfant sent que la mère, elle est un peu gênée quand même, quand il commence à gueuler un peu, tu vois. Et là, d'un coup, le gamin, il se met par terre, il commence à hurler de ouf. La mère, par honte et par gêne, parce qu'il y a le regard des autres, il y a X et Y, la bonne solution, c'est tackle. Parce que si tu donnes à l'enfant ce qu'il veut, tu renforces le comportement que de se mettre par terre et de tackle dans tous les sens. Par contre, si tu le laisses faire et que tu lui montres que ça ne changera rien, et que tu éteins, tout simplement, tu peux faire ce que tu veux. Il ne se passera rien, je ne te donnerai pas ce que tu veux, et la finalité, c'est que Ratna t'aura tranquille. Oui, il y a une intelligence parfois inconsciente des enfants qui retournent cet outil-là de la honte à leur profit. C'est ce que j'entends dans cet exemple. C'est pas de Oui, l'intelligence. J'ai pas envie d'appeler ça de l'intelligence. C'est juste que ça se fait vraiment, vraiment naturellement. Badr, exemple simple, tu as un interrupteur, tu as besoin d'allumer la lumière. ouais, on se dit qu'est-ce qui fonctionne? J'appuie et puis Voilà. voilà. Donc tu as renforcé le comportement appuyé sur l'interrupteur. Maintenant, si l'interrupteur t'a une décharge et que tu te prends un coup de jus qui est conséquent, tu n'allumeras pas cette lumière. Parce que tu as une conséquence négative. Donc le truc, c'est qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis,
Je peux moi aussi avoir un levier de fonctionnement sans rentrer dans des conflits, dans des batailles, dans des guerres pour obtenir ce qu'on veut et dans Oui. des... Et puis chaque personne parfois est sensible à un certain type d'éléments. Par exemple, dans la parole, il y en a qui cherchent à dominer, il y en a qui cherchent à être reconnus, il y en a qui cherchent parfois simplement à transmettre et à partager. Et L'attention. les enfants, parfois, sentent inconsciemment ce à quoi leurs parents sont sensibles. Et, Mais il le voit. bah oui. Tu vois le visage de ton parent crispé, tu vois qu'il est en train de regarder partout, tu le vois qu'il commence à s'agiter un peu, que le timbre de sa voix change. Ben en fait, tout ça te montre que manifestement, le parent est gêné par cette situation. Oui. Tu Oui, vois? absolument. Mais il y a, pour le coup, pourquoi j'ai évoqué la honte, il y avait une cartographie du monde qui était séparée entre les différentes façons, entre guillemets, oui, de condamner un certain type de comportement qu'on va juger négativement. Et la honte, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la sphère. Mais jusqu'en- machine-tige. Oui, absolument. Bah, c'est quelque chose qui est ancré, entre guillemets, dans notre culture. Après, est-ce que c'est quelque chose qui est totalement une faiblesse ou négatif? Parfois, avoir ces outils-là pour éviter un certain type de comportement, on se dit ça ne va pas être préjudiciable à l'enfant. Pourquoi avoir honte? Vraiment, de manière générale, pourquoi avoir honte? Quel que soit le comportement que tu as eu, au lieu d'avoir honte, ok, je peux le faire autrement. Tu vois, Zama, on n'a pas besoin de rentrer dans ce type d'émotions négatives, comme avec les menaces, tu fais pas, tu vas voir, il va venir, il va te faire. Pourquoi rentrer dans ça? Pourquoi ne pas juste expliquer que ce comportement n'est pas bon? Tu ne le refais plus. Point. Si tu essayes de le refaire, bon, on trouve des moyens à Oui, mettre en place, soit de l'extinction, soit des conséquences négatives. Quand il y a la honte, il y a plus d'intensité, parce que la personne qui est sensible au regard qu'on va porter sur elle, elle craint parfois, elle essaie d'éviter de toute force, entre guillemets, cet élément-là. Et c'est la raison pour laquelle on peut observer que c'est quelquefois utilisé comme un outil oui, de se repérer dans la vie en société. Et souvent, l'enfant, il sent l'intensité de ses parents, parce qu'il ne veut pas parfois Ouais. les faire souffrir, jusqu'à un certain point. Oui, Ça, mais bah, du coup, donc tu fais naître ce fonctionnement, donc cette émotion chez ton enfant, de honte et de l'importance du regard des autres. Et demain, quand il aura 25 ans et qu'il devra se démarquer au sein de la il société, écoutera il devra difficilement plus, sa petite voix. il devra plus avoir honte et il devra pouvoir s'affirmer tranquillement. Tu vois, c'est hyper contradictoire. C'est pour ça que je te dis, on peut expliquer sans avoir forcément besoin on peut éduquer sans avoir forcément besoin de mettre en place toutes ces émotions négatives. Juste, en fait, il faut pas changer de point de vue, il faut pas changer d'avis. Une fois que je te donne une consigne, ben, elle changera pas. Et il faut surtout pas تهزلهم. C'est c'est un moment à passer, tu vois, où tu dois mettre des limites avec ton enfant, où ça va prendre 4-5 ans, le temps que les choses se rodent bien, le temps qu'ils comprennent un petit peu tout ça, et après, tu rentres dans une autre dimension, tu vois. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu le prends avec un peu plus de... Mais oui, mais si on avait la recette pour, entre guillemets, être efficace avec les bons sentiments, bah, on est preneur. Mais c'est vrai que souvent, on ne sait pas bien pourquoi, effectivement, on a adopté ces comportements ou on a reproduit une façon qu'on a pu observer. Parce que كنعياو. Ouais. Parce que avoir un enfant, tu t'es réveillé à 6 heures du matin, tu as enchaîné ta journée de travail, 10 heures de travail, tu rentres, tu te tapes 1 heure d'embouteillage avant d'arriver chez toi, il y a du bruit, il y a la télé allumée, il y a la cocotte, les 4 safar, il y a tout ça, et il y a le petit qui hurle, ma halef, mais écoute. Tu vois, donc tu es un humain, et en bon humain qui se respecte, كتعيا. Oui. Donc comportement négatif. On a ces moments de faiblesse. Alors, 11h22, c'est le moment de se détendre et bon, pas d'adoucir les mœurs, parce que c'est aussi un des effets de la musique. On va en profiter avec ceux qui nous écoutent. Et bien entendu, nous restons toujours ouverts à l'échange jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes déjà de retour ce matin avec notre invitée Sarah Bakou, qui est psychologue, et nous évoquons l'estime de soi-même. Alors, c'est parfois un chemin, c'est quelquefois quelque chose qui est là sans qu'on comprenne bien pourquoi. Qu'est-ce qui, dans les aptitudes ou peut-être dans les façons qu'on a d'aborder inconsciemment ou sans le concours de la volonté,
on a effectivement une forme de cuir plus tanné ou une forme de capacité à enjamber certains obstacles de la vie. Qu'est-ce qui fait que, Sarah Bako, qu'on peut observer, bon, quand on est psychologue, il y a la compréhension, mais il y a des prédispositions qu'on peut observer chez certaines personnes qui fait qu'on les considère peut-être plus maîtres d'elles-mêmes, plus solides, moins soumises, entre guillemets, aux aléas extérieurs de la vie, parce que rarement la vie nous convient absolument. C'est toujours un pourcentage qu'on observe quand on apprécie une situation, quand on apprécie la vie avec certaines personnes. On a un degré de satisfaction par rapport aux attentes qu'on nourrit inconsciemment ou presque de façon involontaire. Mais certaines personnes s'accommodent de tout. Et de ce point de vue, est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'on peut cultiver cet aspect-là qui parfois est extrêmement protecteur? Oui. En réalité, en fait, ça dépend de comment tu sais, c'est comme pour tout, comment tu vas tourner les choses dans ta tête. Si tu as pris l'habitude, par exemple, de te comparer aux autres, d'être rabaissé, d'avoir ce type d'expérience dans le passé, en fait, à l'âge adulte, tu vas te comparer aux autres. Tu vas te dire, ah, pourquoi lui, il arrive à faire ça mieux que moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Et ainsi de suite. Mais Tu vois. parfois, l'école, c'est le lieu par excellence où on se compare. Si on est dans un club de danse, on va parfois, presque inconsciemment, se comparer par rapport aux aptitudes qu'on observe chez les autres. Donc ça, on grandit tous de cette façon-là, Ouais. presque. Pourtant, on peut observer que certains moments font fi. Ils lâchent l'affaire, ils cessent de vouloir, disons, prouver quoi que ce soit, ou à leurs parents, ou à eux-mêmes. Ben, ça dépend du parcours de tout un chacun. Tu peux pas savoir qu'est-ce qui a déclenché finalement dans le parcours d'un individu X telle vision des choses ou telle manière de tourner les choses. Après, si tu rationalises beaucoup et que tu mets pas le côté émotionnel en avant, Oui. si tu prends pas tes décisions à travers un prisme de lecture émotionnelle, joie, tristesse, déception, vengeance, colère, je sais pas moi, une émotion X, bah en fait, tu es plus apte à prendre des décisions. Oui, on met plus de distance quand on essaie de comprendre. Alors, il y a une auditrice qui nous a contacté ce je t'en matin. prie. C'est Madame Khadija qui est avec nous à l'antenne de Casablanca, d'après ce qu'on m'indique. Ben, on est à votre écoute, simplement. Allô? Oui, Madame Oui, Khadija. bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Sidi. Je voudrais juste avoir l'avis de la spécialiste Mhm. concernant, je ne sais pas si elle a déjà vu, un film que je viens de voir, 72 heures Hadi, fait adolescence. Ah, Vraiment, هذاك le film, ça m'a choqué, sur ma faim, ou vraiment j'ai dû même pleurer parce que vraiment c'est un cas un peu spécial, mais ça صدرنا على هذا الشيء ونعرف enfin juste mais pour que les faut raconter, parents. parce que Je connais pas le vous film, racontez pardon. un peu l'histoire de ce film. Je crois qu'il s'agit d'un meurtre d'un Voilà, c'est un adolescent. petit garçon de Oui. 13 ans, Mhm. je pense, qui est impliqué dans le meurtre d'une adolescente معاه le collège. Ou après le film, à la fin, je m'attendais le tribunal peut-être يكون coupable, peut-être علاش. Et les parents كانوا في واحد l'état زعما ما يمكنش الواحد يتصوروا وهو خلاو هكذاك وخلاونا كوم سا ما عرفناش لا فان بغيت نعرف غير لا في du spécialiste ولكن Oui. apparemment il n'a pas vu. Non, mais qu'est-ce qui vous a interpellé? Parce que c'est une émotion. Tout, Oui. là, justement, l'émotion, on est toutes des mamans, donc, عارفين شنو غير بغيت نعرف. Ce qui m'a interpellée, c'est que واحد الوقيته شفت les parents, ils se remettaient en question à la fin, وبحال ما عارفين ce qui va se passer, comment ils ont pris la chose, surtout que الولد في الاخر غيقول بابا je vais passer de mort غادي نقول بانني كوبابل. وخلاو الفيلم هكذاك، دونك انت خصك انت تفكر وتعرف شنو واش بصح كوبابل ولا وعلاش. وديك لي بارون كي سو ريميت اون كيستيون، et c'est un adolescent à peine de 13 ans، وديك la vie au collège commençait، ou même l'inspecteur qui a mené l'enquête ou l'inspectrice اللي كانت معاه حتى هما ولاو خايفين ردي البال ولادهم. Vraiment واحد الفيلم un peu, j'aimerais bien que la spécialiste تشوفوه، قلنا vraiment Ah الرأي oui, je ديالها. crois qu'il y a eu des critiques extrêmement élogieuses pour Je sais pas, Anna, C'est c'est une juste comme ça. mini-série. Ah, ok. C'est une mini-série, oui. Ok, ben j'ai pas vu du tout, mais après, il y a plein de choses qui peuvent pousser un ado à de la violence. Maintenant, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont vécu ces ados-là et qu'est-ce qui pourrait les pousser à agir comme Voilà, ça. justement, voilà, parce que les parents qui يهضروا بيناتهم كيقولوا le grand-père par exemple, Anna, j'étais battue par mon père et tout, j'essaie de faire mieux mes enfants, ولكن regarde le résultat.
وهما ما رضاوش باسكو لا كوميونيتي ما عذرتهمش العالم ما عذرهمش دونك اون فيت لو فيلم جو سي با جيمري بيان باش تشوفيها Il y a pas de souci, avec plaisir. après une autre émission peut-être vous en reparlerez ولا شي حاجه Avec plaisir. merci quand même merci Merci vraiment à pour vous, l'émission madame. Bonne nous, journée. c'est nous qui vous remercions. Ouais. Et le but, c'est parfois de partager. Et il y a parfois des choses qui peuvent nous émouvoir. Moi, ce que j'entends quand on est parent, des fois, on a la crainte de se dire est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour éviter le malheur à nos enfants. Et Tu peux pas. dans le collège ou parfois dans le monde scolaire, il y a des paramètres qui nous échappent, qui vont échapper par nécessité aux parents. Mais le soupçon, la culpabilité va demeurer si effectivement les faits qui sont évoqués sont de la gravité qu'on a pu entendre. Par exemple, un suicide. Est-ce que j'ai été là à l'écoute ? Est-ce que j'aurais pu l'éviter ? Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de suicide justement en France de jeunes ados, parce que de jeunes de 13 ans, 11 ans, parce qu'ils vivent du harcèlement scolaire. Et je peux comprendre la culpabilité des parents. Après, les parents ne peuvent pas anticiper ce type de comportement. Maintenant, oui, il faut rester vigilant à l'isolement d'un enfant, à ses changements possibles, à ses réactions, à son mal-être, ainsi de suite. Mais tu ne peux rien prédire. Mais justement, des fois, la personne qui arrive à cet âge un peu particulier, de l'adolescence, on veut, disons, avoir une vie indépendante de ses parents, Oui. parce qu'on a tellement reçu auparavant, et à un moment, on veut avoir une forme d'autonomie. La personne se retire, les parents peuvent se dire quelque part que c'est l'ordre naturel des choses. Elle a peut-être besoin de son espace, elle a besoin d'avoir simplement un peu de solitude, un peu, oui, peut-être Ouais. d'indépendance. Et si ça tourne mal, c'est à ce moment-là que la culpabilité va frapper fort. Oui, c'est ça. C'est que, oui, je comprends le besoin d'indépendance, d'autonomie du jeune ado, mais cela n'empêche que c'est très perceptible. Quand je te dis Ouais. isolement, c'est vraiment d'isolement. Quand on est à table, on parle plus, on évite les repas en famille, on évite les interactions avec les proches. T'as passé une bonne journée, ouais. Pas, sans rentrer dans... Où tu sens une souffrance de ton enfant. Après, les parents sont... Je pense qu'ils lisent un petit peu dans leurs enfants, et en fait, il faut être vigilant à ce genre de choses. Maintenant, aux États-Unis, il y a beaucoup de cas Enfin, beaucoup de cas. Il y a des cas de jeunes qui rentrent dans des lycées avec des armes pour faire des carnages. Maintenant, quand tu grandis dans une culture de la violence, quand tu es baigné dans des jeux vidéo qui sont pas forcément de ton âge... moi, je joue, je sais pas si tu joues aussi, il y a des jeux vidéo qui sont trop trash pour des jeunes de 13, 14, 15 ans. Et pourtant, tu peux voir un jeune de 12 ans sur GTA, ce qui n'a absolument aucun sens. Oui, Ce qui n'a- Sauf que c'est Le monde semble sur moi. Donc ça, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas ce c'est jeu. GTA, c'est chaud. Hein. C'est un monde semble sur moi, c'est-à-dire la personne, elle est dans une vie qui est très réaliste, et Qui est un très personnage réaliste. qui peut tabasser, fracasser tout le monde. Non, qui a un Prendre la personnage qui a pour but Oui, oui. de faire des bêtises. Oui, oui, absolument, C'est-à-dire que absolument. le but de ce personnage, c'est d'avoir des comportements problématiques. Donc du coup, ce que je te disais, c'est-à-dire que il faut être proche de ses enfants, il faut arriver à les accompagner dans ce changement et dans ce que Oui. 2026 leur offre, tu vois. Mais parfois, la difficulté, c'est que à un certain âge, les parents sont moins audibles. Ils perdent, entre guillemets, leur autorité, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne vont pas écouter, qu'ils ne vont pas entendre, qu'ils ne vont pas être, entre guillemets, sensibles aux discours, aux attentions, etc. Ouais. Tout dépend comment tu as mis en place cette autorité. Absolument. En gros, si tu mets de bonnes limites petit, je te dis pas qu'à l'adolescence, ça sera une lettre à la poste. Attention, loin de ça. Mais je veux juste dire qu'il y aura plus de facilité. Quand tu as des limites, que tu as de la communication et tu as de la confiance avec ton enfant, en fait, le but, je t'accompagne dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je vais te dire cette chose, quand tu vas faire une chose, quand je vais venir te raconter une bêtise qu'on va me demander de faire ou qu'on m'aura proposé à l'école. Je vais pas te dire non, il faut pas faire ça. Les gens bien, le ledness, mais qui délochetti. Non, je vais pas te dire ça. Je vais te questionner toi-même en tant qu'individu. Qu'est-ce que tu en penses de cette chose-là ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Quelles pourraient être les conséquences ? Et du coup, je t'apprends des petits à taper Oui. 2-3 coups en Oui, avant. le discours moral a ses limites, et si on en abuse, c'est vrai qu'il
il devient inaudible. Et C'est ça. le discours moral, mais c'est quelque chose, entre guillemets, qui est tellement ancré. Qui est tellement ancré, Sarah Bako, que dans la façon qu'on a de procéder. On essaie d'éviter que nos enfants prennent un mauvais chemin par l'exemple et parfois par ce qui s'apparente. Par l'exemple. Par l'exemple, si, oui, mais mais au fond, ce que les enfants retiennent, c'est d'abord et peut-être davantage la façon dont les parents agissent ou réagissent. Mais Ouais. le discours, à partir d'un certain âge, entre Ils guillemets, imitent. voilà, L'imitation, c'est comme ça qu'on apprend. absolument. Donc, je peux pas avoir un parent qui hurle toute la journée et après qui il va prêche venir la paix et la concorde. oui, il faut pas crier. Il faut bien non, c'est pas possible. Tu vois, donc du coup, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Absolument. Et souvent, à cet âge-là, on voit peut-être un peu les défaillances parce que les parents sont adulés, admirés pendant un certain temps et ils tombent un peu de leur piédestal quelquefois. C'est ce qui crée parfois des difficultés dans la communication, dans la confiance qui est un ingrédient pour être proche ou être sensible à ce qui se passe dans la vie de... En Oui, fait, tu gagnerais plus à ce que ton enfant ait peur de gâcher la confiance qu'il y a entre toi et lui versus que ton enfant ait peur que tu lui donnes une tréha. Parce que la tréha, de toutes les manières, au bout d'1 heure, on sent plus. Tu vois. Donc, c'est plus sympa de faire naître des émotions positives et que grâce à ces émotions positives, on aille tous les deux dans la même direction, tu vois. la musique peut les inspirer. Ça, on va se retrouver pour cette dernière phase d'émission, mais j'enjoins toujours ceux qui ont ou des avis ou des témoignages à faire entendre à prendre la parole, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Sarah Bakouk, qui est psychologue. Et quand on est psychologue, on s'intéresse à la vie des autres. Et on s'intéresse à ce qui marche pour eux, à ce qui dysfonctionne. On essaie d'être le plus disponible possiblement dans cette conversation qu'on peut avoir dans l'intimité. Mais en ce qui concerne l'estime de soi, est-ce que c'est un sujet qui est évoqué ou est-ce que c'est quelque chose qui vient dans les conversations par rapport à d'autres éléments qui sont parfois évoqués en tant qu'expérience racontée? Ouais. En fait, tu as raison dans ce que tu dis. On va pas venir chez moi me dire « Bonjour, j'ai un problème d'estime de soi. Est-ce que vous pourriez régler ça avec moi ?» Non, ça marche pas comme ça. Ça va plus être « Bonjour, je viens pour une rupture. » Et en travaillant sur la rupture, je réalise qu'on a un problème d'estime de soi. Bonjour, je viens parce que j'ai un problème au boulot et que j'ai du mal à... je sais pas, j'arrive pas à demander une augmentation. J'ai un syndrome de l'imposteur. Ok, venez, on va trouver que finalement, il y a un problème d'estime de soi. Et donc, en gros... c'est ça qui est cool, c'est qu'on pianote tous sur plein de petites choses et en fait on peut pianoter sur ces choses-là tant qu'elles ne nous impactent pas. Oui. C'est ça le truc. Tu peux avoir un problème, une faible estime de toi à certains moments, bien sûr. Tu peux avoir des moments, tu peux avoir des moments de doute. C'est pas grave, on est ok avec ça. Mais le but c'est que tu ne sois pas impacté. Et c'est parfois toute la difficulté. C'est ça en fait. C'est-à-dire douter de tes compétences, c'est génial. Je sais pas moi, j'essaie je sais pas, je passe un Ceux qui entretien. ont pu, disons, en doutant d'eux-mêmes, de leurs compétences, qui les a poussés à travailler davantage, dans leur vie ou dans leur expérience, c'était une recette gagnante, quelquefois. Tout dépend de comment Ouais. tu doutes. Moi, disons, dans le parcours scolaire, c'était ceux qui se disaient, bon, c'est pas fameux, et qui se retrouvent avec parfois des notes qui sont excellentes. Mais c'est un biais. Aïe aïe aïe, on l'a tous rencontré. Absolument. Je vais avoir 0, 20. Ouais. Oui, il y a beaucoup de ça. Le truc, c'est que je peux douter. Par exemple, je sais pas, ça n'a pas marché avec X patient. Je vais me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé durant la séance, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et en gros, tu rentres juste dans une remise en question de te dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui a cloché quelque part. » Au lieu d'être dans ce truc de « De toute façon, je suis sûre de ce que je vaux, il n'y a aucun problème là-dessus. » Non, Oui. c'est Là, être avoir avec l'équilibre. Oui, c'est exactement. C'est toujours une question D'équilibre, de balance. de dosage. Voilà. Effectivement, si on a ce zèle, non pas ce zèle, mais cette confiance entre guillemets qui est de la témérité, voilà, ou une forme d'exagération, de mégalomanie. Oui. C'est peut-être le terme.
C'est-à-dire, bah oui, la mégalomanie davantage, parce que on a le sentiment d'être invulnérable, ou on a l'impression, entre guillemets, que les Parfait. critiques ne peuvent être qu'injustifiées à son égard. Et ça, dans le travail, certains, effectivement, peuvent avoir ce biais-là, où le retour simplement sur la qualité du travail accompli est quelquefois mais refusé catégoriquement. Ouais. Ouais. Mais bon, si on revient aux personnes qui ont un problème d'estime de soi, on va plus se dire, ok, je peux douter, mais je doute d'une bonne manière. Je peux douter en prenant en considération qui je suis, pas forcément comment sont les autres et comment ils fonctionnent. C'est pas parce que... tu sais, j'avais un prof en psycho en dernière année qui était vraiment génial. Il m'a toujours dit un truc, il m'a dit, tu sais, le psy, c'est sa personnalité. Et en fait, je pense que n'importe quel métier, c'est ta personnalité Absolument. qui va jouer le truc. La fameuse phrase de style, c'est l'homme. Oui. En fait, on n'est pas obligé d'être tous pareils. On n'est pas obligé de prôner tous les mêmes valeurs. On n'est pas obligé de fonctionner tous de la même manière. Le tout, c'est que le fonctionnement qu'on aura décidé d'avoir, qui nous convienne et qui nous impacte pas. Tu vois. Maintenant, on n'est pas tous égaux Oui. dans se rendre compte que le fonctionnement qu'on a aujourd'hui ne me convient pas. Parce que on est trop matrixé par plein de choses et qu'on prend pas assez de recul pour se dire peut-être que cette chose-là, en fait, elle ne me Mais oui, convient pas. parfois, il y a des bénéfices cachés à des Ouais. mauvais sentiments, entre guillemets. Ardat al-Walidin. Oui. Le top, c'est le bénéfice Ardat al-Walidin. Tu peux accepter plein de choses de la part de tes parents, qu'ils te rabaissent, qu'ils se comportent mal avec toi, qu'ils contrôlent ta vie, que tu n'aies pas d'intimité, pour Ardat al-Kawlti. Oui, mais on se donne toujours une bonne image par rapport aux décisions qui sont quelquefois de la lâcheté dans son existence. Mais bon, J'adore utiliser ce terme. mais oui, mais c'est parfois c'est ce qu'on peut observer autour de soi, Sarah Bekouk. Pour autant, dans les parcours scolaires, mais de façon plus générale, il y a, disons, des philosophies ou des façons de penser qui quelquefois ont inspiré des vies. Alors, on dit de quelqu'un, entre guillemets, qui est invulnérable, même lorsque la douleur frappe à sa porte, qu'il est plutôt stoïque, Sarah Bekouk. Et ça, on peut... Il est fort. Qui est plutôt stoïque, dans le sens, il n'a pas bougé, il est resté, entre guillemets, droit dans ses bottes. Ouais. Sarah Bekouk. Mais dans la culture, tu vas voir quelqu'un comme ça, comme quelqu'un de fort. A contrario, quelqu'un qui va exprimer ses émotions, tu vas considérer qu'il est faible. Oh. Ça Ça dépend lesquels. Si c'est la joie, ça si va, je ça crie, passe. voilà, si c'est de la colère. La colère, c'est hyper drôle. Bah oui. Alors, si une femme crie, c'est moins bien accepté que si un homme crie. Si un homme crie, c'est waouh. Et l'homme est là, est présent. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent dans notre culture, dans notre société. Oui, c'est toujours un legs. Ce legs-là, on peut en prendre une certaine distance ou apprécier les aspects négatifs. Il faut toujours faire son bilan dans un parcours de vie. Mais cela dit, j'évoquais une forme de stoïcisme. C'est une vision, entre guillemets. Certains, dans leur parcours, on peut être impacté. Il y a des textes qui circulent encore, qui sont extrêmement lus. Marc Aurèle, par exemple, oui, ou des parcours de vie qui ont pu, disons, par l'exemple et par la pensée, enseigner certaines façons d'exister. Ça, est-ce que ça peut être impactant? Parce que souvent on se dit, la pensée, c'est quand même quelque chose d'assez distinct de l'émotion, de la vie, du côté presque incarné et instantané, ou plutôt, naturel. Je vais te répondre en 2 secondes. Ce qui va faire que tu vas ressentir une émotion X et Y, c'est comment tu auras tourné les informations dans ta tête. Si je décide de voir... je décide de me dire aujourd'hui, ce matin, c'était nul avec Badr, franchement, j'ai passé un mauvais moment, et que je continue sur ce discours-là, naturellement, je vais ressentir une émotion, je sais pas, colère, déception, en fonction de comment je vais tourner les choses dans ma tête. Mais par contre, si je me dis c'était sympa ce matin avec Badr, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on a parlé d'un sujet intéressant, je vais sortir d'ici avec une émotion positive. Tout dépend de comment tu tournes les choses dans ta tête. Oui. Vraiment, l'émotion, elle ne vient pas. Tu sais, il y a beaucoup de discours de patients qui te disent ce n'est pas possible. Tu vois, ce qui se passe, c'est que tu étais galis, ma'alik mabik, jatek fikra X,
qui t'a embarqué vers Fikra Y, il t'a embarqué vers tout l'alphabet, et qu'à la fin, j'ai ressenti une émotion. Oui. C'est sûr qu'on va faire ressentir des émotions négatives si on est en retard par rapport aux collègues. Mais cela dit, il est vrai qu'on tourne les choses à sa façon. Et c'est cet aspect-là qui est parfois plus difficilement observé avec une certaine distance. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fonction de ton bagage, tu traiteras les choses d'une manière X ou Y. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, c'est là où tu te dis que en fait, toutes mes émotions, tous mes comportements sont régis par ce que je vais me dire. Oui, alors nous sommes régis par la régie qui nous indique que c'est fini puisqu'il est 11h57 et nos collègues prennent le relais. Ahmed Eloua pour la tranche suivante, Atlantique Midi et Kamal Rsal pour nous présenter les actualités en langue arabe.